Le Cercle du Bon Sens, cette fois-ci, ouvre la rentrée, la nouvelle saison de conférences avec la table ronde de la poésie russe. La poésie russe mélangée, toutes mélangées, les époques mélangées, les poésies que nous aimons nous déjà, la poésie que j'ai proposée aussi au public, que le public aime et a à proposer. Marie-Claude nous lira un texte. Maria Balassova, que tout le monde connaît déjà. Maria Balassova, vice-présidente du Cercle, qui a beaucoup de talent, qui est peintre, qui est poète, qui est spécialiste en littérature et qui va aujourd'hui nous parler de Goumilov et qui va lire aussi ses poèmes en russe. Donc, moi, je vais parler je vais vous raconter l'histoire d'un de mes poètes préférés qui s'appelle Nicolas Goumilov. C'est le poète russe qui est né en 1886 et mort en 1921, donc du coup la vie assez courte. Et c'est le poète qui est connu en Russie comme le fondateur du mouvement acméisme. Acméisme, c'est un mouvement qui est apparu pendant la crise de autre mouvement littéraire très célèbre, très connu, Symbolisme. Et c'est les poètes qui n'étaient pas d'accord avec les esthétiques de symbolisme, avec les images très mystiques et les langages très abstraits. Et ils ont déclaré une nouvelle esthétique avec le langage très très simple et des images très concrètes. Donc du coup, c'est le mouvement proprement russe. Nicolas Goumilov, pourquoi? Donc, du coup, il y a beaucoup de poètes beaux, virils, enfin, célèbres, russes, enfin, qui font partie du patrimoine russe et mondial. Et bon, Nicolas Goumilov, c'est un poète que moi, enfin, beaucoup de Russes, on le distingue. Bon, bien sûr, c'est quelqu'un qui maîtrisait bien le langage poétique. C'est quelqu'un qui cherchait les thématiques assez originales, enfin c'est les thématiques un peu exotiques pour les Russes. Donc du coup il aimait beaucoup l'Afrique, il aimait beaucoup dans ce sens-là. Mais c'est aussi les poètes qui essayaient à partir de son rêve, qui créaient sa vie à partir de son rêve. Donc il voulait vivre son rêve, il le vivait. Il voulait avoir dans sa vie les couleurs fortes et il décorait sa vie par les couleurs fortes. Il voulait respirer le vent de la mer, il l'a respiré. Et par sa volonté, par son rêve, il créait de sa vie une fête lumineuse. Il était très entreprenant, mais ses entreprises n'ont pas toujours connu le succès. Sa femme, qui on connaît, les Russes, peut-être les amateurs de poésie russe connaissent Anna Akhmatova, qui était aussi, enfin, qui est poète très célèbre en Russie. Et elle a écrit que Nicolas il a connu beaucoup de malheur avec ses entreprises. Ces entreprises, souvent, ce sont des fiascos, mais peut-être elle avait tort, il avait raison. Parce qu'une des entreprises de Nicolas Goumilov s'est créé le journal de littérature russe à Paris. Peut-être c'était un peu. Il n'y a que 3 numéros qui sont sortis, enfin avec les noms pas très connus. Mais c'était la base pour créer un autre journal qui est très important pour la littérature russe. C'est le journal qui est nommé Apollon. Et c'est le journal qui a permis à beaucoup de poètes russes de devenir célèbres et sortir sur la scène. Donc c'était le journal artistique et littéraire et musical. Donc, et encore une autre entreprise de Nicolas Goumilov qui me plaît bien, enfin, qui m'intéresse beaucoup. Donc, du coup, cette entreprise de voyage ethnographique. Bon, moi, j'aime bien le voyage ethnographique. Voilà, et Nicolas Goumilov, il aimait aussi les voyages ethnographiques. Sauf lui, il a fait les voyages ethnographiques à l'Afrique. Il a fait les voyages ethnographiques à un pays qui, enfin, voilà, c'est Éthiopie maintenant. Pourquoi Éthiopie? Là-bas, il y a des orthodoxes. Et son projet, c'était rapprocher la Russie et Éthiopie, créer les liens supplémentaires, les liens diplomatiques et culturels beaucoup plus forts qu'elle existait à l'époque. Donc, il a déposé son projet à l'Académie des sciences en Russie. Donc, l'Académie des sciences, il étudiait son projet, il est écarté
de manière très polie. Mais quand même, le poète, il a obtenu les subventions, pour faire les voyages et pour faire les acquisitions des objets ethnographiques qui font maintenant partie du fonds du musée Kunstkamera à Saint-Pétersbourg. Donc c'était pas le projet très superficiel, c'était quand même que c'était un peu amateur, c'était quand même quelque chose qui a eu son valeur. Et et là, bien sûr que ce voyage en Afrique, c'est servi comme les sources de poésie. Il a suivi son élan politique, son rêve, bon, mais la réalité l'a attrapé, malheureusement. Donc, en 1914, la Première Guerre mondiale, il a eu le droit de rester à la maison parce qu'il avait le problème de santé. Il s'inscrit comme le bénévole à la guerre et il obtient même les décorations de Saint-Georges. Enfin, donc, du coup, il a commis les actes héroïques. Donc, du coup, il se présente quand même parce que c'était un officier aussi. Après, en 1917, après, quand la révolution d'octobre s'éclate, lui, il est à Paris. Il y a beaucoup de Russes qui cherchent à quitter la Russie, qui cherchent à aller en France. Lui, il cherche à rentrer en Russie. Et quand il rentre, à question de marins rouges, enfin de matelots rouges, quelles sont vos opinions politiques? Il répond, moi je suis monarchiste convaincu. Donc il subit quand même des conséquences. Maintenant c'est un peu dur d'évoluer. Est-ce que lui, il est vraiment participé au complot de marins monarchistes donc qui éclatait de révolte de Kronstadt qu'on appelle maintenant. Est-ce qu'il est participé ou il est connu de l'histoire mais il n'est pas dénoncé? On ne sait pas, enfin, c'est difficile à évaluer, mais il était condamné à exécution, donc du coup il était exécuté en août 1921 et donc d'après les témoignages il était très fidèle à lui-même. 3 minutes encore avant d'être fusillé, il fumait tranquillement sa cigarette et c'est lui-même qui a dit aux soldats qu'il est fusillé au feu. Voilà, le destin un peu tragique mais intéressante. J'aimerais bien vous lire une poème. Je vais le lire en russe. Anna, elle va le lire en français. Donc, c'est les poèmes qui portent un peu les décorations de l'Afrique, de Санкт-Петербург aussi. Сегодня я вижу особенно грустен твой взгляд. И руки особенно тонкие, колени обняв. Послушай, далеко-далеко на озере Чад изысканный бродит жираф. Ему грациозная стройность и нега дана, и шкура его украшает волшебный узор, с которым равняться осмелится только луна, дробясь и качаясь во влаге широких озер. Вдали он подобен цветным парусам корабля, и бег его плавен, как радостный птичий полет. Я знаю, что много чудесного видит земля, когда на закате он прячется в мраморный грот. Я знаю веселые сказки таинственных стран, про черную деву, про страсть молодого вождя. Но ты слишком долго вдыхала тяжелый туман и видеть не хочешь ничто уже, кроме дождя. И как я тебе расскажу про тропический сад, про стройные пальмы, про запах немысленных трав? Ты плачешь? Послушай, далеко-далеко на озере Чад изысканный бродит жираф. Спасибо, Маша. Merci beaucoup. Ouais, le titre du poème, c'est La girafe. Et le poème en français, ce jour, ton regard est plein de tristesse profonde. Bras autour de tes genoux s'amincirent de chagrin. Écoute, il y a le lac de Tchad au monde, où une girafe exquise se promène au lointain. De paresse gracieuse et de sveltesse pourvue, elle porte la robe ornée d'un dessin fabuleux que rien n'oserait égaler, sauf la lune qui se brise et se balance sur les miroirs à queue.
comme la voile colorée d'une nef des mers. Sa libre allure flottante fait une volée de joie. Oh, combien de merveilles voit en rêvant la terre lorsqu'une grotte de marbre au crépuscule la reçoit. Je connais de gais contes des pays des secrets d'une fille noire ou d'un jeune prince épris. Mais toi, imprégné d'air brumeux des marais, tu refuses de croire en rien d'autre que la pluie. Et comment te conterai-je ces senteurs qui inondent ces palmiers, ces herbes d'un magnifique jardin? Tu pleures? Écoute, il y a le lac de Tchad au monde, où une girafe exquise se promène au lointain. Oh. Merci.